c'est le président burundais. Nous sommes obligés de rappeler un certain nombre de choses sur le président burundais. Évariste, comment il s'appelle encore? Ndayishimiye. Okay. Alors, n'oublions pas une chose, on ne peut pas non plus occulter ces dimensions anthropologiques dans la géopolitique des Grands Lacs. Je veux dire par là que c'est un Hutu. Et la configuration, entre guillemets, sociologique du Burundi, c'est la même quasiment que celle du Rwanda. Et entre ces deux pays, le Rwanda et le Burundi, c'est vraiment des conflits qui datent de millénaires. Il faut rappeler une chose, Melchior Ndadaye, Hutu, a été assassiné en 1994, le premier président Hutu rwandais. N'oubliez pas que le 6 avril 1994, deux chefs d'État ont été assassinés. Le président Habyarimana et le président Habyarimana. Ça, c'est le président Habyarimana et le président Cyprien Nyarimina, le président burundais. Deux Hutus. Et c'est ce qui nous a plongé dans ce génocide Tutsi. Et depuis 1994, n'oubliez pas que toute la sous-région vit au rythme de ces conflits et de ce désordre géopolitique. N'oubliez pas une chose, je vais très vite, Pierre Nkurunziza, qui a remplacé Donatien Ndayi Zeye. Pierre Nkurunziza, c'était Hutu aussi, qui a pris la tête du Burundi. Et lorsque Pierre Nkurunziza aux affaires, le 13 juin 2015, il y a eu un coup d'État lancé par le général Godefroid Nyora Mbire et qui s'est réfugié où? À Kigali jusqu'à aujourd'hui. Et depuis, il y a un conflit quasiment latent entre le Burundi et le Rwanda. Et n'oubliez pas une chose aussi, le nouveau président Évariste Ndayishimiye était à cette époque l'un des grands officiers de sécurité auprès de Nkurunziza. Ça, c'est une dimension importante pour souligner quoi? Pourquoi on m'a dit, ah, M. Mafimba est parti aussi loin, pourquoi? Tout simplement parce que le nouveau président burundais est l'allié géopolitique de Félix Tshisekedi. Ils ont la même lecture de la crise au Burundi comme de la crise en RDC. Ça veut dire quoi? Pour eux, celui qui est devenu le facteur de déstabilisation de la sous-région, c'est Paul Kagame. C'est cet homme qui est en train de mener cette consultation. Et je terminerai en disant deux choses. Première chose, cette consultation, pour moi, c'est l'agenda de Félix Tshisekedi, je reviendrai en détail, il est en train de dérouler son agenda. Son agenda, dans le triptyque diplomatie, cohésion nationale et militaire. Et malheureusement, ce que je constate, c'est que ceux qui sont partis, et c'est un fourre-tout quand même, hein, il y a à la fois les hommes politiques, les confessions religieuses et autres. Bon, je ne sais pas comment les confessions religieuses et les hommes politiques se retrouvent ensemble pour une consultation. Quels sont les termes de référence de cette consultation? Je me pose la question. Et un petit clin d'œil d'humour et d'ironie. Je constate que les fameux opposants qui étaient blessés, tous ont retrouvé la santé. Denis Sanga n'a plus ses béquilles, lui qui devait voyager pour aller se faire soigner. Martin Fayulu est tout content, heureux, je ne vois plus le... Donc, ce clin d'œil ironique doit montrer à quel point nous avons cessé de le dire ici. Et c'est Lucien, pour reprendre son terme, quelle est leur bréviaire politique? J'ai comme l'impression que ces gens-là continuent à rêver au moment où la RDC est en train de souffrir. Merci, Mondo. Voilà un peu ma... On y viendra. Pour info, la délégation est composée de Martin Fayulu, Denis Sanga, Jean-Marc Kaboun, Dieudonné Bolen Jetengue, Franklin Chamala. Côté confesseur religieux, on a Évariste Ejiba de l'ERC, Eric Senga de l'ECC, André Bokondoa de l'ECC et Monseigneur Donatien Cholet pour la Cinco. Il y a eu des mots forts, on doit le dire à justice, hein, parce qu'il faut cadrer un peu ces consultations. Elles interviennent
après la visite d'État du président burundais, effectivement, à Kinshasa, il avait salué l'ouverture à la concertation du président congolais et exhorté les composants de la société congolaise à privilégier le dialogue, car pour lui, les divergences internes, c'est ce qui est assez intéressant, ne doivent pas affaiblir, Lucien, la réponse sécuritaire. Alors, Carlyle, un peu à la différence de notre ami Guy, je vais poser le problème plutôt sous l'angle, je dirais, politique des relations de conflit. Dans toute la théorie de la diplomatie des conflits des relations internationales, quand tu ne veux pas parler à un ennemi que tu considères comme un terroriste ou comme quelqu'un de pas fréquentable, tu finis par négocier quand même avec lui, malgré tout, pour la paix. Que vient de faire M. Évariste, le président de Burundi? Ndayishimiye. Ndayishimiye, oui. Ndayishimiye, voilà. Que vient de faire M. Ndayishimiye? Voilà, que vient de faire M. Évariste Ndayishimiye? Alors, est-il en train de poursuivre le processus de Nairobi et le processus de Luanda qui ont fusionné, mais qui ne donnent pas effectivement énormément de résultats? Ça, c'est la première information. Deuxième information, je pense que le président Tshisekedi est en train de voir, au nom de sa diplomatie, ce que dit Guy, sa diplomatie et effectivement de soft power, sa diplomatie du voisinage, est en train de voir, d'une certaine manière, que pour asseoir définitivement la paix, les armes ne pourront rien, il faut la négociation. Alors, le problème, c'est comment on négocie et avec qui. Tout de suite, je règle le problème. Même les ennemis, les terroristes, dire il faut quand même négocier avec eux parce qu'ils font partie effectivement de la nation. Ils n'y sont pas. Hein. Alors, le problème... Ils n'y sont pas. Oui, ils n'y sont pas, oui, mais le problème, c'est qu'à un moment donné, il faudrait qu'il trouve, M. Évariste Ndayishimiye, qu'il trouve en fait des formats de négociation. Alors, c'est intéressant, je ne coupe pas. Hein. Oui. Regardez, pour moi, est-ce qu'au fond, l'opposition ne gagne pas aussi derrière ce déplacement? Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'externalisation du conflit? Je dois parler d'agenda du président de la République, j'ai noté. Pourquoi? Parce que le président refuse le dialogue proposé par la Cinco, mais il préfère envoyer la Cinco et l'opposition aller discuter en externe. Enfin, alors, il y a... Non. Essayez il y a une stratégie... de décrypter un peu ce que le président veut faire derrière. Il y a une stratégie politique assez claire. Est-ce qu'il n'y a pas une mission commandée? Il y a une stratégie politique assez claire du président Fathi. Il ne met pas tous ses œufs dans le même panier. C'est-à-dire qu'il externalise un peu les négociations, d'accord? Et il prend date, c'est-à-dire qu'il va apparaître comme celui qui ne bloque pas. Il va apparaître, parce que c'est comme ça qu'on le présente. Mais il n'y est même pas. Donc il n'y a même pas de dialogue, c'est des consultations, oui, comme Doyen l'a dit. Donc le problème... Il peut préparer un dialogue. Ouais, le problème, c'est pour préparer un dialogue. Mais comment? Quel format? Quelles sont les questions qui vont être traitées? Alors, on peut dire qu'il y a les questions institutionnelles, bien sûr, mais les questions institutionnelles, ça va poser problème. Et puis il y a la question à l'Est. Sauf que on se retrouve dans une sorte d'impasse. Ce dialogue-là, ou ce pré-dialogue, cette consultation, pourquoi faire? Alors, moi, je peux donner une réponse, excusez. Mais regardez, si on se réfère encore au propos du président à Kinshasa, il dit quoi, le président Ndayishimiye? Il dit qu'il faut avoir confiance que vous avez un ennemi commun, et face à un ennemi commun pour le combattre, il faut l'unité. D'accord. Donc ça revient... Est-ce que ce n'est pas une manière de resserrer les rangs? Parce que même dans le casting, on a l'impression que... Enfin, il est le porte-message du président. C'est pas nouveau ce que le président Ndayishimiye dit. Et puis, vous avez raison. Enfin, il y a eu déjà Luanda. On a appris récemment que le président Lourenço devait aussi organiser un dialogue national. Patatras, on se retrouve finalement à Bujumbura. Oui. Alors, est-ce que Bujumbura... Il y a une question de confiance aussi. Oui, est-ce que le processus, on va l'appeler comme ça pour faire court, est-ce qu'il y aura un processus à Bujumbura? Est-ce que ce processus de Bujumbura va paver, si vous voulez, le début, je dis bien le début, des négociations et de la paix? Parce qu'il y a quand même un problème. Pour l'instant, on reste sous le volet politique. Sauf que jamais ces questions, alors elles sont abordées, les questions de déplacement des populations, de crise humanitaire. Là, on n'y est pas. Là, c'est vraiment politique qui se joue c'est ce que je dis, Carlyle. C'est ce que je dis. Alors, la question, c'est de voir qu'est-ce qu'il faut en attendre. Voilà, c'est ça. À mon avis, Tshisekedi ne veut pas se lier les mains. Il a parfaitement compris, d'accord, comme il y a des gens comme Évariste Ndayishimiye qui a quelques contentieux avec... non, pas quelques, des contentieux sérieux. Avec Kagame. Et donc, on va y aller. La dernière même image des deux personnes, voilà. C'était à Kintélé. Pas quelques. Oui, ils ne se sont pas salués, mais ils se sont salués sans se regarder. Sans se regarder. C'est la animosité qu'il y a entre les deux hommes. Et donc, dans le conflit de l'Est, il y a plusieurs conflits qui existent. Et donc, ça va être très compliqué.
Vraiment, restons sur ce sujet, Maître Ben Luther. Je pense que vous voyez un peu là où je vais vous emmener concrètement. Parce que là, je reprends l'expression de mon droit. Lorsqu'il parle des pièges, il y a effectivement 2 pièges. Un pour le président et un pour l'opposition. Absolument. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Alors, en termes de piège, je ne vais pas peut-être m'étaler sur ça. Moi, je pense d'abord que le fait que l'opposition ait accepté d'aller se faire consulter. Se faire consulter. Ah non, c'est pas gentil. Non. Ah non, je ne peux pas le mettre sur ce plateau. Bon, le fait que... Non. Le fait que l'opposition ait accepté cette invitation en vue de consultation au Burundi, pour moi, ça traduit tout simplement l'incapacité d'abord de cette opposition à vouloir proposer une alternative en fait crédible au plan interne. Non. Au plan interne, Non. Oui, bien Pourquoi? sûr. Au plan aller interne. Discuter, c'est pas forcément refuser une alternative. Non. Si le président Félix Tshisekedi leur avait proposé une telle consultation, ils auraient dit non. Parce qu'ils n'ont pas confiance. Non. Peut-être. Hein. Non, parce que la question n'est pas la question de la confiance. La question est celle de l'intérêt. L'intérêt que cette opposition défend. Quel est l'intérêt que cette opposition défend? C'est le départ de Tshisekedi à tout prix. Et ils diront qu'ils vont le réaffirmer au président burundais. Voilà. Et donc, parce que vous avez vu, une fois que le président burundais leur a tendu cette invitation, ils ont reporté leur fameuse marche du 8 au 22. C'est bien ça. Voilà, au 22 juillet. Voilà. Et leur intérêt, c'est quoi? Leur intérêt, comme je l'ai dit, c'est que Tshisekedi parte. Donc, ce n'est pas l'intérêt de la nation. Et ce que l'invitation du président burundais sert à quoi? Sert à leur dire tout simplement, en quelque sorte, à les appeler à la responsabilité, tout simplement, responsabilité nationale. Quand le président Ndayishimiye dit que, certes, qu'il y a des déchirements au plan interne, etc., mais faites un sursaut, parce qu'il faut faire bloc. Il faut faire bloc en ce qui concerne la crise à l'Est. C'est ça l'intérêt de cette invitation. C'est ça l'intérêt de cette invitation. Donc ils ne sont pas là-bas pour que le président Ndayishimiye leur serve la soupe entre guillemets, mais c'est de les appeler à la responsabilité. On est dans un pays en guerre. Vous organisez des manifestations de nature à créer le désordre, au point de demander à ce que le président... Et dans ce président Ndayishimiye qui viendra dire aux opposants, ne faites pas ça. Mais puisqu'ils n'écoutent pas, ils n'écoutent pas celui qui est... C'est méprisant quand même ça. Déjà, aux yeux de M. Fayulu, par exemple, le président Tshisekedi n'a aucune légitimité. C'est sa position. Et pour aller plus loin, cette opposition, vous avez vu immédiatement, ils ont sauté sur cette invitation, commencé à faire des déclarations, etc. Pourquoi? Parce que cette opposition est en quête de légitimité internationale. Mais là, c'est fait. Voilà. Mais là, c'est fait quand même. Oui, là, je peux saluer. En quête de légitimité internationale, donc, quitte à semer le désordre au plan interne, quitte à tout faire, à appeler à des manifestations de nature, à semer le désordre, à faire couler même le sang pour avoir une légitimité internationale, ils sont prêts à le faire. Je le rappelle encore, dans cette coalition, il y a des rebelles. Dans cette coalition, Délice Sanga, c'est un rebelle. Sur quoi vous vous fondez pour dire ça? Le RCD, c'est Délice Sanga. C'était un rebelle. Délice Sanga, regardez son parcours, c'est un véritable rebelle. Donc c'est quelqu'un qui, de fait, a tué ou a fait tuer des Congolais, qui a le sang des Congolais sur ses mains. C'était un rebelle, Délice Sanga. C'est son parcours politique. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. C'était un rebelle. Le RCD, le doyen ici qui est congolais, il ne pourra pas me dire le contraire. Donc la nature des rebelles, c'est quoi? C'est toujours de semer des actes comme ça pour pouvoir exister dans une espèce de dialogue. Simplement, c'est la MENU qui s'oppose au troisième mandat. Oui, mais aujourd'hui, ne peut pas nous dire qu'il est le plus démocratique. On sait où sont les rebelles aujourd'hui en RDC. C'est lui qui parle de la démocratie aujourd'hui alors qu'il a tué des Congolais. Non, mais une chose est certaine, c'est que la coalition C64 dit vouloir explorer toute voie sérieuse pour préserver l'ordre constitutionnel, raison pour laquelle aussi ils se rendent au Burundi. Avant Mavinga. J'ai suivi les interventions des Guy, de Lucien et de Maître Ben Luther. Moi, je voudrais dire, la première des choses, c'est que ce soit du côté du président Félix, que ce soit les gens de l'opposition et les autres, nous sommes devant le plus grand rendez-vous de notre histoire.
il faut qu'on souligne cela, il faut qu'on comprenne que c'est le plus grand rendez-vous. Burundi, là? Non, c'est-à-dire, je souligne qu'il y a d'abord, nous sommes devant le plus grand rendez-vous de l'histoire. Qu'est-ce que signifie quoi? L'occupation de notre partie du territoire par l'AFC M23, comme vous venez de le dire ici, qu'on le veuille ou non, devient un piège pour les deux camps. Le fait que cette partie est occupée, pourquoi? Ah, moi, le piège, c'était juste le rendez-vous. Hein, non, oui, mais je n'arrive, je sais pourquoi je l'ai dit. Ouais. Parce que, imaginez-vous que ça fait déjà 4 ans que depuis que la rébellion avait occupé Bunagana. Nous n'avons pas récupéré, ça fait 4 ans. Et plus le jour passe, nous tendons vers 2028. Il faut que nous devons nous poser la question, quelles sont les conséquences si d'ici 2028, cette partie du territoire n'est pas récupérée? Ça, ce sont des questions que nous devons nous poser dans les deux camps. Ce sont des questions sérieuses qui vont nous rattraper. Et je pense que je la pose déjà à mon doigt. Si on revient aux consultations... Alors maintenant, pour les consultations, quand nous venons aux consultations, moi je pense que nous sommes dans une situation où on tente de corriger le raté de consultation de Luanda. Parce que vous conviendrez avec moi, il y a eu la même consultation à Luanda. Les prêtres ont été, les religieux ont été consultés, le tout a été consulté. De tout, c'était quoi? C'est pour déboucher sur un dialogue, se mettre ensemble sur un dialogue à Luanda. Mais le format, le président Tshisekedi s'est opposé au format qui était proposé par Luanda. Mais maintenant, le président du Burundi, c'est vraiment un allié. Alors, je pense qu'il dit qu'il agit en qualité de président de l'Union africaine. Oui, je l'ai dit. Mais c'est important de préciser. Qui est considéré comme facilitateur aussi dans le cadre des accords de Washington. Il le fait dans le cadre de l'Union africaine. Il faut le dire, que ce soit pour le 2 cas, il faut souligner une parenthèse que je vais la fermer, que ce soit pour Luanda, le M23 ne peut pas être invité, ou même sur l'invité, ils n'iront pas à Luanda. On les avait invités, ils ont eu peur d'aller à Luanda. De la même manière, il ne faut pas attendre qu'ils aient aussi au Burundi. Même sur les invités, ils n'iront pas au Burundi, ils auront toujours peur d'y aller. Non, mais eux, ils proposent, enfin, quand je lis ce qu'ils nous disent, hein, eux, ils préconisent le dialogue présenté par la CENCO. Pour eux, c'est la seule issue. Il faut un dialogue congolais pour aller discuter à l'externe lorsque le débat concerne les Congolais. Oui. Alors, maintenant, avec le président Ndayishimiye, je pense que ces consultations, c'est une préparation pour un format qui sera défini plus tard de ce que pourrait être la rencontre de forces vives congolaises. Je ne pense pas. Laissez-le terminer. Laissez-le terminer. Allez, Simon. Je pense que nous analysons. Oui. Je pense que même les familles hautes, s'ils sont partis là-bas, c'est parce que quelque part ils se disent, si les choses évoluent, nous devons nous retrouver autour d'une table pour trouver une feuille de route commune. Alors, leur ligne rouge, pas de 3e mandat pour Félix Tshisekedi et la convocation urgente d'un dialogue national inclusif pour sortir de la crise politique et sécuritaire. Mais c'est la raison pour laquelle on ne peut pas éviter le mot dialogue. Dans les deux camps, le président... Mais ça c'est cocasse quand même parce que la dialogue de mettre un terme fait à la crise de sécurité. Attendez, mais non. Allez-y, laissez-moi terminer, vous allez parler, allez-y. Ce dialogue consiste à quoi? Dans la présentation, même quand je suis la vision du président Ndayishimiye, c'est-à-dire qu'il faut créer une unité, une cohésion ensemble face à l'ennemi. Parce qu'il faut qu'on se mette ensemble, que ce soit les forces qui sont dans l'opposition, que ce soit la majorité, nous devons nous mettre tout ensemble. Il faut qu'il y ait l'unité, parce que quand il y a une guerre, il faut être ensemble, il faut l'unité, il faut la cohésion nationale. Personne ne peut la refuser. Mais c'est ce à quoi le président Tshisekedi a toujours appelé. Est-ce qu'il a déjà été entendu? Ils vont l'accepter parce que c'est le président Ndayishimiye. Voilà, ça c'est intéressant. C'est pour ça que je parle de piège au fait concrètement. Parce que le président savait convoquer des consultations, ils ont voté tous en touche, mais ils ont pris l'avion pour aller au Burundi. Enfin, il y a une leçon, soit une crise de confiance. Mais c'est cela. M. Félix ne peut pas organiser un dialogue dans son propre pays. Et du coup, la situation est bloquée. Parce qu'au fond, c'est lui qui est président. Exactement. Et donc, c'est lui qui doit initier un dialogue. Interlocuteur. Et on refuse sa méthode. Et c'est là... Et comme Lucien dit, dans ce cas, on fait quoi? Et c'est là où il faut en appeler, je m'excuse de le dire, au patriotisme de tout le monde. Mais laissez-moi d'abord terminer. Allez-y. Laissez-moi pourquoi je le dis. Parce que la logique voudrait
que nous puissions nous retrouver à Kinshasa. S'il faut qu'il y ait un dialogue, il faut que nous nous retrouvons tous ensemble. Ce dialogue doit se faire. Il faut qu'on avance. Vers quoi peut déboucher cette rencontre-là? On a eu l'échec de Luanda, effectivement, mais est-ce que Ndayishimiye peut être, je dirais, le grand médiateur sans préjuger de ce que sera des patriotes congolais? Sans préjuger de ce que sera cette rencontre, mais nous voudrons, j'aimerais voir quel sera l'agenda qui va sortir de ce rencontre pour être sûr si ça peut marcher ou pas. Mais moi, nous risquons de vivre nous risquons, et je ne le souhaite pas, que nous connaissons aussi les échecs de Luanda, de la continuité de Luanda. L'autre aussi était présent en exercice quand il avait commencé ses consultations, le président de Luanda. Il était aussi président de l'Union africaine. Ça n'a pas marché, n'oublions pas ça. Et donc, si de l'autre côté, ce sont... Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc il faut faire très attention. Et c'est là où moi j'appelle le haut patriotisme, c'est quoi? Nous devons éviter le cercle vicieux. Le cercle vicieux, le haut patriotisme, quelque part, chacun doit mettre de côté son intérêt personnel. Pour mais on a dit que... Allez-y, attendez. Guy, merci. Où les gens doivent mettre de côté leurs intérêts personnels. Message passé. Message passé. Allez-y. Mais en fait, on aurait dit pas mon doigt même pour faire la consultation. Oui. Peut-être qu'il aurait pu. La première des choses qu'il faut dire, il y a deux camps qui s'opposent. Il y a un camp qui est légitime, qui est celui du président démocratiquement élu, le camp de Félix Tshisekedi. Et il y a un camp qui est illégitime parce qu'ils sont en connivence. Le dernier sujet le démontre à suffisance. Ils sont en connivence, comment dirais-je, quasiment en violation de l'article 64 de votre propre constitution. C'est le camp du C64 qui est là-bas. Ces gens-là sont illégitimes parce qu'ils sont en train de contester la légitimité d'un homme qui est là à peine pour son deuxième mandat. Donc, il faut se mettre d'accord. C'est-à-dire, quand tu parles de deux camps, là, c'est comme si ils sont égaux. Non, c'est deux camps. Légitime. Non, je parle des cas de Congolais, je ne parle pas de légitime. Là, le patriotisme, c'est pour le décret. Soyons factuels. On parle de la consultation de Burundi. C64 est illégitime dans leurs revendications. Première chose. Deuxième chose, je l'ai dit tout à l'heure. Les Chimondo m'a invité quand même à Burundi par un chef d'État étranger. J'arrive. Je ne veux pas te... Parce que quoi, président de l'Union africaine? Allez-y. Je viens. Je l'ai dit tout à l'heure. Ne vous trompez pas. La politique aussi, la diplomatie aussi, il y a des subterfuges, des stratagèmes. Évariste Ndayishimiye a le même agenda que Félix Tshisekedi. En finir avec Paul Kagame. Je veux de le dire de manière brute. Il avait même annoncé entre-temps que si Kagame continue ses ambitions hégémoniques en RDC, je sais qu'il va venir au Burundi. Nous devons nous préparer à faire la guerre contre Paul Kagame. Ils ont le même agenda. C'est-à-dire la contradiction principale. Pourquoi il a fait appel à ces gens-là, à C64 et les autres, la 5 et autres? Détrompez-vous. Ce n'est pas pour le dialogue. Tshisekedi a dit, donnez-moi une seule garantie. Si je organise un dialogue, Kagame va quitter les territoires. Il a dit la dernière sortie, Félix. Conférence de presse, c'est bien ça. Mais écoutez ce qu'il a dit. Pour lui, le dialogue, c'est fini, on n'en parle pas. Mais non. Pourquoi il fait venir ces gens-là via Ndayishimiye? Pour éviter tout le tapage médiatique, ce que j'ai appelé le spicodrame médiatico-politique de la dernière fois, où des gens qui ont reçu des balles ont été faire des conférences de presse. La preuve en est aujourd'hui, on ne retrouve plus les blessures. Donc, c'est juste pour dire à ces gens-là, Maître l'a dit tout à l'heure, qui ont échoué dans leur capacité d'amener le peuple avec eux. On nous avait parlé de la plainte, non? Qui parle encore de la plainte? On nous avait annoncé que le 8 juillet serait la fin du régime. On n'en parle plus. Mais pour leur enlever cette... Ils disent qu'ils troquent la pression physique contre une pression politique. Comment? Ils troquent la pression physique contre une pression politique. Il se prend un peu... C'est la stratégie. Mon pauvre Martin, je termine. Mon pauvre Martin Fayoulou, écoutez sa déclaration. Il dit, nous allons au Burundi pour empêcher qu'une partie de notre pays ne reste sous la main de Kagame. Et il se contredit après, il n'y a pas de position armée, mais une rébellion. Attendez, quand on dit que ce monsieur-là n'est pas sérieux, vous allez dire encore qu'on l'insulte. Tous les rapports disent que c'est même pas une...
ce sont des terroristes. Il n'y a que lui qui pense que... Et il parle de dialogue. Avec qui? Avec Nanga, avec Kabila et autres. Mais messieurs, mais n'oubliez pas que la RDC, l'agenda diplomatique de Félix Tshisekedi, est parti traduire en justice Kagame et tout ce monde-là. N'oubliez pas que le dernier rapport condamne ce monde-là. Donc, on ne peut pas parler de dialogue inclusif. En réalité, c'est quoi? Ils sont encore tombés dans le piège de Félix Tshisekedi. De Fathi, je vais expliquer le piège. Le piège de Félix Tshisekedi, qui est lequel? De démontrer que ces gens-là, aux yeux du peuple, au lieu de montrer leur plaie ou avec des peintures, je ne sais pas quoi, sur les t-shirts, ces gens-là, vous devrez retrouver la voie de la concertation, donc comment on dit ça, de la cohésion nationale pour que nous luttions contre l'agression. S'ils avaient refusé, on aurait dit qu'ils sont disciplinés. Mais je suis content qu'ils partent. Mais Karim, ils partent avec leur propre agenda. Or, leur agenda a échoué. A échoué pourquoi? Parce que le peuple congolais ne veut pas de cet agenda-là. On ne parle pas à leur place. Essayons d'analyser, non, mais oui. Mais quand je parle pas à leur place, je veux bien que tu fasses des analyses, mais tu ne peux pas parler à leur place. À la place de qui? À la place du peuple, comme tu dis. Mais la place du peuple, c'est quoi? C'est le 12 juin, lorsqu'ils ont appelé... Oui, d'accord. Je réponds à ta question. Oui. Le peuple, c'est quoi? Le peuple... C'est le 12 juin. Alors, laisse-moi finir avec allez-y. C'est le 12 juin, lorsqu'ils ont appelé au sitting. Oui. La dernière fois, on était très gentils. Ils étaient à peine 1000. D'accord. Là, ils ont échoué à l'égard du peuple. Pourquoi? Le jour où les léopards gagnent, même à Goma, on est en train d'appeler à Félix Tshisekedi. C'est dans une ville, c'est pas dans toute la RDC. Voilà. Il faut pas attendre effectivement les éléments. Mais bien sûr, une réalité. Non, je ne dis pas ça. Alors, moi, je voulais savoir la capacité de regarder les choses en face. Allez-y. Je reviens sur un problème. En fait, le débat est mort-né. Pourquoi? Par l'intelligence de Fathi. Parce qu'il a parfaitement bien compris. Merci, tu as ben oui, mais moi j'analyse. Je reste pas dans l'émotion comme toi. Donc, pardon. Je retire. Non, retire ça. Alors, Brigitte, je retire. Je ne suis pas émotionnel, je ne le serai jamais. Alors, donc, l'intelligence. Je retire. Ok, désolé. Donc, dans l'analyse de Fathi, c'est quoi l'analyse de Fathi? Il y a dans l'opposition, comme je dis, Félix Tshisekedi, il y a dans l'opposition deux camps. Il y a un camp, Kabila, Kagame et Nanga qui veulent aller à Kinshasa. Et puis il y a un autre qui veut qu'on libère uniquement le nord et le sud Kivu. Et donc ces deux oppositions-là ne s'entendent pas. Félix Tshisekedi, il est tranquille. Oui. Oh, ben, bien sûr qu'ils ne s'entendent pas. Mais bien sûr qu'ils s'entendent pas. Je n'ai pas compris. Il y a deux camps. Pour moi, il y a deux camps. Ouais. Il y a un camp, Kabilis, Kagame. Ceux-là, ils veulent que Félix Tshisekedi s'en aille. Donc, ils sont prêts à aller jusqu'à Kinshasa. Et puis, il y a une autre partie de l'opposition pour laquelle il faut d'abord libérer les territoires de l'Est. Donc, c'est ce que j'appelle l'absence de bréviaire idéologique et politique de l'opposition, qui fait que le président Félix Tshisekedi, en fait, en faisant ce qu'il fait, les met en pleine contradiction. Alors, la contradiction vient de quoi? Il va dire, voilà, je reprends les mots, effectivement, de Magloire, je suis légitime. Parce que j'ai été, effectivement, je suis légitime. Les autres ne le sont pas. J'accepte le débat. Mais pour accepter le débat, il faut que les conditions et les questions de débat soient propres et clairement énoncées. Ça n'est pas le cas. Alors pourquoi va-t-on au Burundi? Pour montrer à la communauté internationale que le problème, en fait, congolais, ne peut pas être résolu que par les Congolais eux-mêmes. C'est grave alors. Mais oui, c'est grave. Il faut le dire. C'est un échec. Les Congolais eux-mêmes ne pourront jamais. Les Congolais eux-mêmes ne pourront jamais résoudre le problème. De Lucien. C'est grave. Ben oui, bien sûr. Non, ce raisonnement ne tient pas la route. Pourquoi? Pourquoi? Aujourd'hui, quand Kagame la dernière fois a pris la parole en train de dire toute la communauté est contre moi, parce que Tshisekedi a eu l'intelligence. Souvenez-vous de la Belgique, en Belgique, où il dit je tends la main à Kagame. On dit oh ben il n'a rien compris. Parce qu'il s'est aujourd'hui créé une espèce de sympathie avec la fameuse communauté internationale, les véritables alliés. Et aujourd'hui, ce qu'il est en train de faire à Bujumbura pour dire je suis toujours disposé. Mais ces gens-là, ils doivent comprendre une chose, c'est moi qui suis légitime, eux ils sont illégitimes. C'est pas parce que
Et donc on ne peut pas congoliser le conflit. Il faut faire venir un élément extérieur à la Congolais. On a déjà délocalisé le conflit à travers les accords de Washington qui ont été clairs. Mais ça veut dire que tu fais l'eau de source. Mais Fatih tout seul ne peut pas résoudre le problème. Mais les rencontres au Burundi n'ont rien à voir avec la situation à l'Est. Ce n'est pas d'abord l'objectif. On est dans une actualité politique. On est dans une approche globale. Relativement au troisième mandat et au débat sur le changement de la Constitution. Maître Ben Luther. Mais, merci, Carly. Je reviens à ta question, consiste à savoir qu'est-ce qu'on peut attendre en fait de ces consultations. À mon avis, ce qu'on peut attendre, c'est que le président Ndayishimiye puisse, en quelque sorte, conscientiser cette opposition. Voilà le mot. Conscientiser cette opposition sur le fait donc que le VRP du président. Voilà, sur le fait que vous voulez le dialogue du président. C'est même ça. C'est son chef, c'est grave. C'est grave. Bah oui. Mais il le fait dans le cas en tant que président négocié de l'Union africaine. Bien sûr. Vous voulez le dialogue, ok, vous voulez le dialogue, mais il ne peut y avoir de dialogue que si l'on privilégie en fait des voies institutionnelles. Parce que quoi qu'il arrive, Félix Tshisekedi sera le seul interlocuteur légitime. Quoi qu'il en soit, sera le seul interlocuteur légitime. Ils pourront dire tout ce qu'ils veulent. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, je me pose une question. Que revendique-t-il réellement là-bas au Burundi? Vous l'avez dit, Carlyle. On dit que le dialogue, pas de troisième mandat pour le président Tshisekedi, etc. OK. Mais qu'en est-il de la question maintenant de la démission du président Tshisekedi? Qu'en est-il de la question de sa démission? Le doyen tout à l'heure parlait du fait que la C64 est en totale illégitimité, tout simplement. Pourquoi? Je le dis de manière très simple. Vous avez appelé le 8 à ce que le président démissionne. D'accord? Ensuite, on vous invite au Burundi. Vous allez au Burundi pour plaider en faveur d'un dialogue, tout en sachant que ce dialogue-là, c'est le président Tshisekedi qui doit l'organiser. Donc, où est le sérieux? Est-ce qu'on peut vouloir une chose et son contraire? Comme d'habitude. Moi, j'aurais aimé qu'au Burundi, parce qu'on est dans une espèce d'hypocrisie politique, au plan interne, comme je vous dis, leur logique au plan interne, c'est le désordre. Pour que la communauté internationale puisse les regarder, pour dire non, 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 venez, il y a trop de désordre, venez, on va discuter. C'est ça leur logique. Pourquoi, si vous pensez que la démission du président de la République, c'était une des revendications les plus, je dirais, centrales de votre idéologie, de votre mouvement, c'est 64 parce qu'on reproche au président de violer la Constitution. Mais pourquoi au Burundi on ne met pas ça sur la table? Moi, c'est ça ma question. Mais c'est intéressant parce que je me suis amusé à regarder sur les réseaux sociaux ce week-end. Des gens, des opposants radicaux disaient, je ne sais pas si c'était le nom, pourquoi aller au Burundi? Il fallait garder le cap, effectivement, de la radicalité, continuer de demander... Tu as cité là Makila, qui est un opposant de Sauvons, la RDC, qui commence même à reprocher à Faïlou d'avoir... a été soudoyé. C'est longuement expliqué sur les réseaux sociaux durant ce week-end. Vous voyez bien que c'est un désordre, c'est des gens illégitimes. Non, mais moi, au fond, ce n'est pas une clarification. C'est-à-dire, certains... Moi, je vais juste terminer sur une phrase. Carly, pour moi, je pense que la C64, en fait, c'est une coalition d'opposants opportunistes, tout simplement opportunistes. Et pour terminer, moi, je pense que le fait que le président Ndayishimiye les ait appelés, pour moi, c'est non seulement pour les conscientiser, mais aussi parce que pour le président même Ndayishimiye, c'est de dire que voilà, ceux-là sont les amis des rebelles. Donc, il va falloir peut-être, pour éviter qu'il y ait trop de déchirements, parce que lui aussi, il est là pour préserver l'intégrité de son territoire. N'oublions pas que qui est tellement menacé. Donc, il est là pour dire que ceux-là sont les amis des rebelles, parce qu'il y a des religieux qui sont là-bas. Il y a, c'est la C64, on a démontré ici, à mon avis, hein, c'est ça, c'est mon avis personnel, les religieux qui s'opposent au changement de la Constitution aujourd'hui, donc les gens de la Cinco, et certains membres de la C64, pour moi, sont de mèche avec la rébellion à l'Est. Donc, pour Ndayishimiye,
c'est de dire aussi, attention, moi aussi j'ai mes frontières à préserver. Il ne faut pas qu'il y ait de bordel à Kinshasa. Donc venez les amis des rebelles, venez, je vais essayer de vous conscientiser. C'est mon opinion. Non. C'est mon opinion, je suis en train d'analyser. Tout à fait défendable. J'analyse l'appel. Je ne dis pas qu'il a dit ça en ces termes. Mais j'analyse. Oui. Pour moi, pourquoi j'ai dit conscientiser? Pourquoi conscientiser? Parce que, en fait, je vous ai posé le point sur la table. On demande au plan interne la démission du président. D'accord? On peut dire que c'est légitime. Très bien. Mais pourquoi quand on va au Burundi, on ne met pas ce sujet sur la table? On parle d'autre chose. Et on parle de quoi? On insiste sur quoi? Sur le dialogue proposé par qui? Par la Cinco. Le dialogue est inclusif. Et le recul aussi du président sur la question du troisième mandat. Il ne faut pas omettre ça aussi. Non. Ils espèrent que le président Ndayishimiye fasse pression sur son homologue. Attendons, soyons sérieux. Soyons sérieux. En RDC, on parle de quoi là actuellement? De changement de constitution. D'un éventuel changement de constitution. Mais d'où vient le troisième mandat? D'où vient le troisième mandat? S'il y a changement, il n'y a même pas de troisième mandat. On a omis un voyage du président Félix Tshisekedi à Brazzaville. Effectivement. Il a dit quelque chose d'important tout à l'heure. Félix Tshisekedi est en train de conscientiser un certain nombre de chefs d'État qui ont des relais, j'appelle ça des cinquièmes colonnes. Conscientiser. Oui. Ses homologues. Ah oui, conscientiser. Parce que pourquoi je le dis? Si la RDC brûle, notamment Kinshasa, Brazzaville brûle. Hein. Et il a dit, la RDC déstabilisée, tous les 9 voisins. N'oubliez pas en ce moment, en RCA, ça reprend encore. On ne se rend pas compte, nous les Africains, pour une fois je reprends ton terme, c'est de la négrerie. Ces gens-là ne se rendent pas compte qu'un pays comme la RDC ne peut pas imploser. Tous les voisins seront impactés. Il est parti à Brazzaville. On sait pourquoi il est parti à Brazzaville. Des consultations. Mais une manière de dire, parce que Brazzaville, je termine, Brazzaville aussi a des connivences avec la colonne, la 5e colonne qui est à Kinshasa. Là. Ah bon? Bien entendu, il y a des accusations. Et donc, en allant à Brazzaville, c'est pour dire, demande aussi à tes amis là, qui sont avec Kagame, ça soit à des bonnes relations avec Kagame, non? Avec le Rwanda, effectivement. Moi, je voudrais poser une question, s'il vous plaît. À ses amis des Fayouleux. Je voudrais poser une question. Il n'est pas question qu'on puisse brûler Kinshasa parce que en face, vous aurez des problèmes. Mais certains pourront dire, mais le président, lui, va demander aux autres, mais lui, on ne demande rien. Oui, alors, je voulais poser une question, Carlyle. De reculer sur le troisième mandat. Carlyle, sur le dialogue. Mais pas de troisième mandat. Sur le dialogue. Si on ne peut pas dialoguer avec tout le monde, si on fait un choix dans les formats de groupe, que deviennent ce que l'on qualifie de terroristes? On les met de côté? Non, le dialogue inclusif dont il Si vous avez une solution, on est preneur. C'est une question. Bon, ok. Parce que déjà, l'ONU vient de confirmer. Donc vous voyez bien c'est le second sujet. On va y aller, non, parce que avant, moi, il faudrait qu'on soit cohérent sur ce plateau aussi. C'est très important. Ah non, avançons sur ce deuxième sujet, messieurs. Parce qu'on a appris que les experts onusiens, dans un rapport bien détaillé, c'est intéressant parce que je lisais des commentaires sur ce rapport et c'était dit ouais, l'ONU c'est pas crédible et tout. Mais si l'ONU avait fait un rapport à décharge du président, je ne pense pas qu'on aurait eu les mêmes réactions. Bon, ça c'était la parenthèse. Donc dans ce rapport, on apprend que la FCM23 compterait actuellement près de 30 000 combattants. Ces effectifs comprendraient les membres historiques du mouvement des recrues mobilisés depuis 2021 ainsi que d'anciens militaires des forces armées la République démocratique du Congo, des policiers, des combattants Wazalendo. Voilà, je vous en passe. Ce qui est le plus intéressant, messieurs, c'est plus la dimension politique. Je vais essayer de me retrouver dans mes fiches. Voilà. Mais les experts estiment que ces relations entre Joseph Kabila et le M23 s'inscrivent dans le cadre des dynamiques politiques entourant le conflit dans l'est du pays. Pour faire simple, M. Kabila et ses amis avaient vocation à renverser le régime. C'est dans le rapport. Hein, c'est pas inventé. C'est clair. Renverser le régime à Kinshasa. Al-Mavinga. Oui, comme je l'ai toujours dit, rappelé, c'est comme ça chaque fois que je convoque l'histoire. Pourquoi? Parce que les experts des Nations Unies, il y a beaucoup d'études où les experts des Nations Unies ont toujours documenté tous ces faits des rébellions qui se font à l'Est. Depuis l'AFDEL, après c'était le CNDP, et toute cette évolution, CNDP, M23 bis, tout ça a été documenté et avec beaucoup de précision. Et je l'ai toujours dit, c'est la raison pour laquelle je l'ai toujours répété, que si on avait mis en valeur, si on avait analysé de manière approfondie tout le rapport que les Nations Unies
avait produit depuis depuis lors, je pense que la partie congolaise ne peut jamais signer un document où on lui demande de neutraliser le FDLR. Pourquoi? Parce que la plupart des rapports des Nations Unies, depuis des années, ont montré que le FDLR ne représentait jamais un danger pour le Rwanda. Justement, on m'a dit, sur le plan politique, le groupe d'experts estime que l'objectif de la FC 123 dépasse désormais les seules revendications sécuritaires ou communautaires traditionnellement avancées par le mouvement. Selon le rapport, la rébellion viserait soit le renversement du gouvernement congolais, soit à défaut la création, tenez-vous bien, d'une entité autonome dénommée République fédérale du Congo. Voici notre pays. Vous êtes une entreprise, une institution, une association, un porteur de projet. Vous souhaitez faire connaître vos produits, vos activités, vos services. Faites parler de vous sur nos antennes en nous contactant au numéro qui s'affiche au bas de l'antenne, +33 06 36 05 16 74. Oui, oui. Donc, c'est pour dire quoi? Pas dans l'histoire. L'actualité, le rapport. Non, mais c'est vrai documenté. Quand nous avions parlé du piège de soudanisation avec le M23 et tout ça. Donc, en fait, d'ailleurs, j'avais condamné dans un propos quand les gens parlaient des problèmes de swahiliphone. Tout ça, ce sont des trucs montés pour justifier qu'il faut créer une république fédérale, une république de l'autre côté. Mais moi, je pense que l'analyse des experts des Nations Unies, ce sont des gens chevronnés. Et ce n'est que dans la continuité de tout le rapport qu'ils avaient produit depuis de nombreuses années. Et donc, avec ça, on va associer l'AMC23 à un dialogue. Bon, là, les choses sont claires, les condamnations sont claires. Mais maintenant, c'est comme je l'ai dit, maintenant de notre côté, c'est ça le piège. Comment nous comptons nous mobiliser pour récupérer la partie qu'occupe les M23? C'est ça le grand piège que nous avons. Ouais. Et quand j'appelle au patriotisme même des opposants et autres, pour dire que nous devons nous mettre ensemble. Ils n'ont pas réagi à ce rapport, parce qu'il paraît, je n'ai pas vu de réaction. C'est la raison pour laquelle j'ai appelé au patriotisme, parce que nous avons maintenant ce piège. Ces gens-là qui occupent ces territoires, nous devons nous dire comment nous devons nous mettre ensemble pour récupérer les territoires qu'occupe le M23. La création d'une entité autonome dénommée République fédérale du Congo. Il faut le faire. Et c'est la raison pour laquelle, vous comprendrez, quand on a entamé le dossier de changement à la Constitution, ces gens-là ils attendaient que ce dossier avance pour qu'ils disent s'il y a une nouvelle constitution de l'autre côté, et nous n'allons pas accepter, et ça nous donne l'occasion de dire nous proclamons une autre république. Donc c'était. Non, le silence de la CENCO et de la C64, ça ne t'interpelle pas? Bon. Le silence de la CENCO et de la C64. Sur ce rapport ou sur ce rapport? Vous savez, comme je l'ai toujours dit, moi, j'ai ma position. Je ne viens non. Mais ils sont obligés d'intervenir sur ce rapport. Non, mais c'est grave. Ce n'est pas vrai de leur demander de réagir. Peut-être on rigole un peu, mais en fait, il y a la teneur de ce qui est écrit. Mais il y a le pied de soudanisation dans ce... République fédérale du Congo. C'est le pied de la soudanisation. Moi, ça ne m'étonne pas. Mais nous devons nous mobiliser pour voir comment faire échec à ce... On va pas se mobiliser avec tout le monde. Allez-y. Mais il faut qu'on doit nous mobiliser. Allez-y. On ne va pas croiser le bras, ma fille. Nous devons nous mobiliser. C'est la raison pour laquelle j'appelle l'europatriotisme de tout le monde. Non, l'europatriotisme, non, je vais disséquer ça autrement. On en parlera, mais c'est important. Allez-y. Moi, ça ne m'étonne pas tout ceci. Ça ne m'étonne pas. Je me souviens juste des déclarations de M. Olivier Kamitatou, qui est le porte-parole de Moïse Katumbi, qui avait déclaré clairement qu'il souhaitait mettre en place un État fédéral en RDC. Un État fédéral en RDC. Donc c'était déjà un plan de balkanisation qui était déjà savamment orchestré. Balkanisation, la CENCO dit balkanisation aussi si on veut changer la Constitution. Donc, voilà. Maintenant, moi, ce qui est important pour moi, c'est quoi? C'est qu'au-delà du fait que ce rapport vient en quelque sorte conforter les alertes du président Tshisekedi sur les accointances du président Joseph Kabila avec la rébellion à l'Est, mais c'est surtout le fait qu'on ait dit que le président Kabila est de connivence avec le M23 et que tout ce mouvement-là constituerait 30 000 hommes, etc., dont l'objectif était de renverser l'ordre constitutionnel, de renverser les institutions. Vous vous souvenez des déclarations de Kabila il n'y a pas longtemps? Qu'est-ce qu'il a dit? Il s'est paré en vrai démocrate. Quelqu'un qui défend la Constitution, qui défend l'ordre constitutionnel, alors qu'il avait un plan pour renverser les institutions. Premier point. Deuxième point,
c'est que ce sont ces gens-là que la CENCO et la C64 ont tant associé à leur fameux dialogue. Pacte social. Voilà, ont tant associé à leur fameux dialogue. Quand je dis que la C64 et la CENCO sont de mèche avec la rébellion, les gens disent que je vais trop fort. Ben ça, c'est une preuve. Vous entendez à les associer à ce dialogue. Alors que ce sont ces gens-là qui entendent renverser l'ordre constitutionnel, qui violent la Constitution à ce moment-là, qui violent, que les gens aillent lire l'article 96 de leur Constitution, qui violent, ça veut dire qu'ils ont pris des armes pour renverser l'ordre constitutionnel. Et donc, rien qu'avec ce rapport-là, ça enlève toute la crédibilité à cette idée de dialogue. On ne dialogue pas avec des criminels. On ne dialogue pas avec des gens qui ont tué des Congolais. Leur place, c'est la prison, c'est la justice. On ne dialogue pas avec je m'arrête là, peut-être, je vais aller trop fort, mais... je voudrais que vous répondiez à une question quand même qui me taraude l'esprit. C'est moi le journaliste ici, Lucien. Oui, pardon. Allez-y. C'est bien. Toutes ces personnes qui doivent pas dire gloire parce qu'elles sont terroristes, parce qu'elles perturbent l'État, vous en faites quoi? Vous les mettez en prison, c'est ça? Ben, il faut qu'ils soient jugés, oui. Tous? Ben oui. Et comment vous... Mais quand on a commis des crimes, on doit répondre. Bien, mais comment vous résolvez le problème de la cohésion sociale avec vous-même, avec... Non, la cohésion... C'est une question. Attends, je réponds. C'est intéressant ce qu'il dit. Oui, mais je réponds. Le doyen doit savoir que la justice, c'était aussi un élément de cohésion sociale. Bien sûr, oui. La justice, c'est un élément fondamentalement de cohésion sociale. Est-ce que, Lucien, vous discutez avec votre cambrioleur? Vous dialoguez avec lui? Alors, bonne question. Le cambrioleur, je le mets en prison. Voilà, merci. Attendez. Vous faites raison, c'est là que le place. Je le mets en prison. Sauf que la relation interpersonnelle avec les cambrioleurs, je ne dirige pas un État, je ne dirige pas une nation. C'est une relation singulière. Oui, mais quand on dirige une nation, simplement les choses... Quel est l'élément qui rend la nation forte? C'est la justice. Oui, c'est la justice. Donc voilà, dans un état de droit, quand on a tué des gens, on a commis des crimes, on doit répondre devant la justice. Parce que si vous privilégiez la cohésion nationale en ce sensla, vous omettez par ailleurs, la question des victimes, d'obtenir réparation. Heureusement que vous en parlez, parce qu'on n'en parle pas beaucoup dans ce débat. Très bien. Donc, à mon sens, la cohésion nationale va de pair avec la justice. Va de pair avec la justice. Donc, ceux qui ont commis des crimes doivent être écartés et doivent être jugés. Les gens comme M. Sessanga ne devraient pas avoir leur place dans la République. Vous avez quoi avec lui? Mais c'était un ancien rebelle. Écoute, tu prendras la parole pour tout à l'heure. Parce que ce rapport-là, c'est 236 pages. J'ai essayé de lire pratiquement tout le rapport. Ah oui. Mon bravo. J'ai essayé de lire tout le rapport. 48 pages vous avez passé un bon week-end consacrées à un certain nombre de chapitres très intéressants. Mais il y a un chapitre qui m'a fait mal au cœur, la situation humanitaire et les effets sur les civils. Ben oui, on en parlait. Raison pour laquelle il ne faut pas prendre ces choses à la légère. Lorsqu'on vient chaque matin ici, ils nous regardent, à Ngoma et autres. On les salue. Beaucoup de messages. Pour leur dire que nous sommes là pour appeler chat par un chat, criminel par un criminel, voyou pour un voyou. Merci. Parce que lorsque je lis ce chapitre numéro 2, je ne peux pas rester indifférent. C'est clair. Voyez-vous? Et troisième chose que j'allais dire, je pense que le gouvernement de la RDC, la société civile, la CENCO, c'est ce qu'il devait faire. Prendre ce rapport-là, de faire une diffusion, expliquer en lingala, en français et autres, qu'est-ce qui se passe à travers ce rapport-là, qu'est-ce qu'on a dit, pour que cette histoire de Bujumbura cesse. Sinon, au lieu de parler de dynamique patriotique, tout le monde devait se dire non, on arrête cette guerre-là, ça fait 30 ans que ça a duré. Parce qu'on connaît qui, passez-moi le terme, je vais dire d'être brut, qui fout la merde, qui tue, qui est le voyou, c'est Paul Kagame, qui est en train de détruire un pays pendant 30 ans. Le rapport est clair, documenté. Il faut regarder les annexes. Tout est documenté. Passons à l'acte, passons à l'acte. Enlevons M. Kagame. Enlevons. Qui va l'enlever? Alors voilà, vous êtes dans l'impasse. Ça, c'est pas le travail des Congolais. Il ne faut pas être pessimiste. Je ne suis pas pessimiste. Non. Je ne suis pas pessimiste. J'ai pris le temps, ce que tu appelles l'émotion, j'ai pris le temps de le dire. Pourquoi?
pour éviter cette histoire. Ah, le camp de Cécile. Non, il y a un camp de la patrie et le camp des démocrates et des humanistes. D'accord. Non. Souvent, tu es dans la confusion. Non, je suis pas dans la confusion. Je veux simplement rétablir les faits. Le camp des criminels et des voyous. Rétablir les faits. Ce rapport-là finit par arriver, on arrive à une conclusion. C64, les Nanga, tous ces gens-là, les Nanga, C64, Sauvons le Congo, ce sont le camp des criminels. Et ce n'est pas seulement la RDC. Ça doit être toute la communauté africaine, internationale, qui doit se mettre d'accord pour en finir. Lorsqu'on a fini, vous allez encore dire que je suis dans l'extrême. Lorsqu'on a fini avec Hitler, parce qu'Hitler, ce qu'il a fait en Europe, c'est moins. Hein. En termes de nombre de morts. Bien sûr. En termes de nombre de morts. Oui. Mais comme ce sont des Noirs, voilà, ça ne prend pas cette dimension-là. Pourquoi ils ne s'organisent pas, ces Noirs? Laisse-moi terminer. Oui, monsieur. Laisse-moi terminer. Mais oui, je t'emmène dans tes contradictions. Le journaliste est là à côté. Bien sûr. Vous n'êtes pas le journaliste. Je termine en disant ceci. Je termine en disant Merci ceci. de me conforter. Il y a eu trois objectifs qui ont été décelés dans ce rapport. Le premier objectif, renverser le régime de Tshisekedi, Corneille Nangaa. Donc tous ceux qui parlent au nom de Corneille Nangaa, comme le dit Maître, on doit les interpeller à Kinshasa. Annexer les provinces du Sud Kivu et le Nord Kivu au Rwanda. Willy Mondi, ça c'est le deuxième objectif. Tous ceux qui, comme la Senko, comme la C164, appellent au dialogue, je sais pas, inclusif, on doit les interpeller. Ils sont en connivence avec des criminels. Et le troisième objectif, c'est balkaniser. Donc, toutes ces composantes-là que je viens de citer sont aujourd'hui frappées quasiment de connivence avec des criminels. Donc ce rapport doit faire le distinguo entre le camp de la patrie, le camp des humanistes, le camp des démocrates et le camp des criminels. Maintenant, pour terminer à la question que tu poses là, il suffit seulement de regarder... Tu le remarques, c'est pas une question. La remarque. Oui. Le triptyque de Félix Tshisekedi est simple. Il avait dit quoi? La diplomatie. On vient de voir là les fameuses raffineries dont on vient de criminaliser les détenteurs et autres, Toute la logistique est en train d'être détruite. La logistique financière de Paul Kagame. La diplomatie continue dans le sens où ils sont partis au niveau de la Cour internationale de justice. La diplomatie continue avec tout ce qui est en train de tomber comme sanction. Mais aujourd'hui, sur le plan militaire, je peux vous garantir que, raison pour laquelle il a dit lors de sa dernière sortie, de toutes les manières, avant 2023, nous allons récupérer... 2028. Nous allons récupérer ces territoires-là. Et il ne doit pas être seul. Moi, Guy Mafimba, je suis dans le camp de la patrie africaine noire pour bouter et faire échec à Paul Kagame. Parce que ce qui se passe au nord et au sud Kivu devient insupportable. Nous devons dire les choses, appeler chat par chat. Personne ne le nie, ça, personne ne le conteste, bien sûr. Oui, vous avez 2 minutes pour terminer. Oui, j'ai suivi ce qu'a dit mon ami Guy Mafinga, mais je voulais seulement souligner que c'est un problème de conscience nationale pour toute la classe politique et toutes les forces vives congolaises. Pourquoi? Ces gens-là, le AFC M23, ils ont leur agenda. Ils ne viendront pas se mettre dans l'agenda de l'autre camp. Quand ils parlent de la patrie, s'il y a un camp, mais pourquoi ce camp-là ne peut pas dialoguer? Donc nous devons nous mettre autour d'une table. Laissez-moi terminer. Pourquoi je le dis? C'est un problème de conscience. Quand vous avez un ennemi, pourquoi le président de Burundi a dit il y a un ennemi commun, il faut se mettre ensemble. Mais pour se mettre ensemble, nous devons nous parler pour dire, parce qu'il y a des stratégies de guerre qu'on ne peut pas mettre sur le lieu public. Et il y a maintenant question de récupérer ces territoires. Parce qu'il a dit... Quel est le camp qui refuse de dialoguer? Quel est le camp qui refuse de dialoguer? Je n'ai pas dit qu'il y a un camp qui refuse de dialoguer. Il faut dire les choses. Parler. Mais vous avez dit... Je dis que nous devons nous mettre... C'est inévitable. Oui. Nous devons nous mettre autour d'une table. Oui, mais sous un autre format, pas celui de la Cinco. Là. Je n'ai pas parlé de la Cinco ici. Oui, moi, mais je parce que tout le monde se retourne vers ce dialogue. Quand on parle de dialogue, tout le monde regarde le truc de la Cinco. Comment nous pouvons nous serrer le rang pour récupérer les territoires occupés.
S'il faut le faire. On ne peut pas serrer les rangs, Armand, on ne peut pas serrer les rangs lorsque Fayou nous dit il n'y a pas d'opposition, c'est une rébellion. Fayou nous dit ça. Mais ça ne nous engage pas. Ça ne m'engage pas. Mais donc, moi, je propose. Donc, tu es d'accord avec moi? Fayou est en connivence avec les criminels. Est-ce que tu peux me prononcer? Mais moi, quand j'ai toujours parlé de dialogue congolais, qu'on l'appelle haute intelligence, c'est-à-dire qu'il faut mettre est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'à Fayou... Il y a une question qui vous a été posée, vous n'avez pas répondu. Quel est votre format de dialogue dans ce cas? Il y a le rapport qui est là, il y a les consultations. Moi, le dialogue... Si demain vous confiez la charge d'organiser un dialogue, quel est votre format? Mais je le mènerai avec succès et ce sera le dialogue congolais la plus haute intelligence. Comment? Je vais d'abord cerner les objectifs. Les objectifs principaux aujourd'hui, quel est le premier piège? Comment récupérer les territoires occupés. D'accord. Quand nous nous mettons autour d'une table, tout ne peut pas être mis, les aspects des stratégies militaires et sécuritaires ne peuvent pas être mis sur la place publique. Il faut consulter toutes les forces vives pour que nous puissions être soudés. Vous mettez toutes les forces vives, vous mettez qui à l'intérieur? Allons dans les détails. Vous mettez qui à l'intérieur dans toutes les forces vives? À l'intérieur, nous mettons... Parce qu'il faut bien identifier, codifier les gens, les services de renseignement qui sont... Nous mettons toutes les forces vives, c'est-à-dire les forces vives, dont une partie de l'opposition, la majorité, une partie de la diaspora congolaise, la société... Il y a plusieurs oppositions, oui, la diaspora. Oui, la diaspora. L'opposition, c'est l'opposition qui est républicaine, qui respecte les normes étatiques. Donc vous ne mettez pas le M23 dedans. Vous ne mettez pas le M23 dans votre dialogue. Le M23, il y a le processus de Doha. Parce que c'est là aussi... Mais laissez-moi terminer. Non, aussi le processus de ça. Attendez, là c'est M23, c'est même maire. Quand on aura mis un groupe patriotique ensemble, c'est à ce moment-là qu'on va se mettre ensemble, réfléchir pour résoudre le problème de M23. Donc vous allez vous reconstituer d'abord un camp de la patrie, c'est ça? Ça, là, c'est M23. Mais pourquoi je le dis? Parce que si nous allons toujours à l'extérieur, vous avez vu à Luanda, ça a échoué. Au Burundi, on ne sait pas... Oui, non, mais même si on reste à Kinshasa, dans votre dialogue à Kinshasa... vous n'associez pas le M23 dans le processus? Dans un premier temps, non. D'accord. D'abord, on se met ensemble, on analyse, on se donne une feuille de route, on dit il faut récupérer les territoires, comment nous allons le faire? D'accord. Et quand on s'est mis ensemble, je pense qu'avec la haute intelligence, attendez, nous trouverons la formule qui va et qui convienne pour que nous résolvons ce piège-là de l'AFC M23. Maintenant, entre votre dialogue et celui qui est proposé par le président, il y a une différence? Quoi ça? Entre votre dialogue, votre méthode et celle du président, il y a une différence? La méthode que vous proposez et celle qui est proposée par le président, est-ce qu'il y a une différence? Donc, dans la méthode... Le président l'a bien dit qu'il ne faut pas occulter la justice. C'est-à-dire quand il y a des criminels comme le rapport... Oui, mais est-ce qu'il y a une différence entre ce que vous proposez et ce qui est proposé et peut sur ce plateau? Est-ce qu'il y a une vraie différence? Non, moi, je pense que maintenant, la vision de plus en plus, si je vois le dernier discours que le président a donné, et avec le rapport des Nations Unies, on est déjà au courant de tout ça. Et comme moi, je l'ai toujours dit, même si nous devons nous mettre ensemble... Moi, j'ai peut-être une question pour le doyen. Vous posez la question, je réponds. Oui, j'ai une question. Vous dites que votre format de dialogue, c'est d'abord d'organiser un camp de la patrie sans associer l'AFC et le M23, d'accord? Votre objectif, c'est de récupérer les territoires occupés. Mais quand on sait que c'est eux, l'AFC et M23, qui occupent ces territoires, on est d'accord? Bon. Quel est l'argument que vous allez utiliser une fois que vous aurez organisé ce camp de la patrie? C'est-à-dire c'est un camp qui va exclure Nanga, Kabila, etc. et les autres. Maintenant, quel est l'argument que vous allez utiliser pour aller dire au M23 et à l'AFC de libérer ces territoires? Vous allez leur dire quoi? Vous allez leur dire, bon, c'est bon, nous sommes un camp de la patrie, vous dégagez? Non, ça ne peut pas se faire de manière aussi... Oui, mais comment, par quel moyen? Dites-moi. Non. Puisqu'on parle de dialogue, donc ça veut dire... Par quel argument vous allez utiliser? Pourquoi je dis qu'il faut que ça se fasse en deux temps? Parce que d'une manière, un dialogue avec tout le monde, c'est clair. Oui, mais pour le deuxième temps, là, pour le deuxième temps avec l'AFC. Parce qu'il y a d'abord méfiance et l'autre camp nécessite qu'il y ait un médiateur neutre qui ne soit pas